3 ans de gouvernance, 3 ans de gestion de deniers publics, mais surtout des finances publiques, avec la rigueur scientifique et beaucoup de recul et beaucoup d'objectivité, est-ce que le pays se porte bien en termes de gestion des finances et de gouvernance? Merci beaucoup. Là, je voulais apporter ma modeste contribution au débat actuel sur le bilan économique du chef de l'État. Oui. Donc, je sais, pour ceux qui me connaissent, je l'ai fait pendant plusieurs années à l'époque du président Joseph Kabila. Et avant lui, les médias n'étaient pas encore développés. On s'est limité dans des auditoires. Et comme ça parle, il faut de temps en temps essayer de faire de manière objective les bilans de la gouvernance de l'actuel président de la République. En fait, c'est pour apporter notre modeste contribution à l'évolution du débat actuel. Et lorsqu'il vous est demandé de faire les bilans économiques d'un chef d'État, la première démarche, il faut placer des repères. Donc, on doit chercher à savoir, quand lui prenait le pouvoir, où est-ce que nous étions sur le plan économique, et 3 ans après, où est-ce que nous en sommes. On tire les conclusions tout en tenant compte de l'environnement. Donc c'est comme ça que ça s'est fait d'une manière scientifique. Je voulais d'abord souligner ici, parce que je vais revenir là-dessus lorsqu'on va parler du fameux coup d'État, que la stabilité des institutions en République démocratique du Congo, depuis les régimes 1+4, nous a permis d'aligner sur une période de 20 ans un taux de croissance positif. Donc, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a... Ouais, parce que là, ça devient technique et c'est important de le savoir. Ça devient technique, mais, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que les anciens dirigeants n'avaient rien fait. Non, je suis de ceux qui disent qu'ils n'en avaient pas fait assez. Donc, ils ont fait aussi des bonnes choses, mais ils n'ont pas été forts dans la lutte contre la corruption. Et c'est ce qui a gâché tous leurs efforts. Alors, lorsqu'on vous demande de faire le bilan d'un chef d'État, je disais qu'il faut poser des balises. Il faut avoir des repères. Voilà. Et moi, je ne suis pas militant. Je suis indépendant d'esprit. Et je vais vous montrer, chiffre à l'appui, comment notre économie a évolué. Parce que je peux te parler de l'économie de la République démocratique du Congo de 1885 à ce jour. Mais, comme nous sommes dans un contexte bien déterminé, l'actuel président de la République, il prête serment au mois de janvier 2019. Quel est le tableau que présente le pays à ce moment-là? Nous avons un PIB de 46 milliards de dollars. Dans les opérations du cadre budgétaire, nous avons des recettes de 4 milliards 792 millions, record jamais atteint, contrairement à ce que dit la propagande. Là, c'est sous le Premier ministre Tchibala. Ok. Donc, contrairement à ce que la propagande raconte, moi, j'essaye de restituer les choses dans leur contexte. De rétablir la vérité parce que c'est très important. Oui. Donc, en 2019, il y a quand même assez de choses, on va dire. Voilà. Donc, comme si cela ne suffisait pas, les taux d'inflation qui étaient d'abord en 2017 autour de 54%, il était descendu en deçà de 30%. Et
le taux de croissance lui-même, en 2018, il était de 5,8. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez évaluer scientifiquement les bilans de l'actuel chef de l'État, du moins sur le plan économique, il faut partir sur ces fondements. C'est dire que vous avez trouvé les PIB à autant et les finances publiques étaient à autant, les taux de croissance étaient à autant et enfin les taux d'inflation étaient à autant. Après avoir fait des rapprochements, lorsqu'on a des écarts, il faut maintenant chercher à les expliquer scientifiquement. Donc ce n'est pas comme je vois depuis un certain temps, ça ressemble à une pièce de théâtre. Vous suivez là, vous voyez des mamans qui se présentent sur les plateaux de télévision avec les boîtes de tomates, justement, parce qu'on allait en les venir, boîtes de sardines. Et ils se disent Donc, que, par exemple, la boîte d'allumettes était à 1000, aujourd'hui c'est à 1500. C'est de l'illettrisme pur et dur. Mais pourtant, c'est des faits, président. Mais malheureusement, Oui. donc, les canaux d'analyse économique ne se font pas de cette façon-là. Exactement. Parce que si toi, tu as acheté la boîte de tomates dans ton quartier, moi, je ne suis pas ton voisin. Pendant que toi, tu présentes le prix de la boîte de tomates dans ta commune, mais il y a des gens qui vivent à Sakanya, il y a des gens qui vivent à Gbado, il y a des gens qui vivent à Kinzangwete, il y a des gens qui vivent à Mbujimaï, il y a des gens qui vivent à Kolwezi. Donc, les réalités, l'analyse économique, c'est fait à macro, c'est-à-dire elle prend l'ensemble des activités économiques. Est-ce qu'on peut partir par là en disant, par exemple, le conteneur coûtait autant, aujourd'hui ça coûte autant? Est-ce que ça c'est macro ou c'est toujours micro? Bon, ce n'est pas même des micros, mais c'est de la mésoéconomie. On ne réfléchit pas comme ça en économie. Donc, il y a des outils de réflexion. Il y a la boîte à outils en matière économique. Alors, de ce point de vue-là, nous partons avec les premiers indicateurs. Je te disais, donc moi j'ai l'habitude de les tutoyer, c'est mon ami personnel. Il n'y a pas de souci. Et lui aussi, il peut me tutoyer parce que c'est mon ami, je l'aime beaucoup. Alors, ça ce sont des faits. Oui. Donc, quand l'actuel président, il prend le pouvoir, le PIB de la RDC était à 46 milliards de dollars. Là, c'est en 2018 à la fin. 2018. Oui, très bien. Oui, parce qu'en fait, il assume toute l'année 2019. D'accord. 46 milliards. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Dès la première année, 50 milliards de dollars. Ok. L'année qui a suivi, le Covid avait détruit toute l'économie mondiale. La RDC se retrouve avec un PIB de 49 milliards, dont on avoisinait toujours les 50 milliards. Mais s'il faut regarder l'environnement économique mondial, il s'agissait en fait d'une performance. Donc je sais qu'il y a des problèmes au marché. Je vais expliquer tout ça. Oui, parce que moi, je vous attends là-bas. Oui, je sais qu'il y a des problèmes au marché. Pour le petit peuple, surtout pour ceux qui nous oui, oui. Mais tu sais, les agrégats macroéconomiques, c'est comme les données du labo par rapport aux médecins. Donc quelqu'un peut être malade, il est en train de prendre des médicaments, il continue à avoir ses malaises. Oui. Mais quand vous faites les examens au niveau du labo, on vous dit que le monsieur n'a plus de malaria. Mais entre-temps, il a des nausées, Okay. Il a un peu de vertige. Et les médecins, généralement, malgré cela, ils vous disent non, vous pouvez quitter l'hôpital parce que tout marche bien. Et vous verrez qu'au bout de 3-4 jours, la personne reprend. Donc c'est pareil en économie. Donc ce sont les agrégats macroéconomiques. Alors, mais qu'est-ce qui fait ça, professeur? Qu'est-ce qui a fait que vous passiez de 46 à pratiquement 50 alors que le contexte ne s'y prêtait pas? L'intelligence, la compétence, les bons calculs, les circonstances, qu'est-ce qui a finalement joué?
Bon, ça ce sont des faits. Hein. Oui. Ce sont des faits. Je parle d'abord du côté fort de l'actuel président, dont on parlera aussi de son talon d'Achille, là où ça ne marche pas. Et on va proposer des pistes de solutions. Donc, moi, vous m'avez présenté comme professeur, donc je ne me présente jamais en tant que tel, mais c'est toi qui me fais cet honneur-là. Oui. Moi, je suis dans l'enseignement depuis plus de 20 ans. Ça va faire 30 ans que je suis dans l'enseignement. Et l'économie, c'est votre dada. Mais tu ne me verras jamais signer professeur Godin-Poy. Heureusement, j'allais vous rappeler ça. Hein, si vous le faites, je vous rappellerai. Moi, je signe toujours Godin-Poy. Oui. Mais bizarrement, nos amis ici qui achètent les oh, mais ils font tout, hein, professeur, docteur, excellence. Qui achètent leur doctorat sur Internet, en fait, dans des universités qui n'existent pas. Même devant les toilettes publiques, ils se présentent devant les mouches comme étant des professeurs docteurs. Donc, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai quand même un petit pédigré qui me permet d'expliquer certaines choses. Très bien. On va aller. Alors, ça, ce sont des faits. Et on ne peut passer de la mauvaise situation à la bonne situation sans qu'on ait été performant. Donc, ce sont des faits qui attestent qu'on était à 46 milliards. On est arrivé à 50. 50. Mais ce n'est pas encore ce que les Congolais attendent, ça je le sais. Mais ce sont des paramètres qui indiquent que si les chefs, dans un avenir proche, peuvent faire certains ajustements au niveau de ses collaborateurs, on ira très loin. Mais c'est que la population, ou bien ceux qui sont amoureux du savoir, donc moi je ne suis pas un acteur de théâtre, cela indique que nous sommes sur la bonne voie. Et les statistiques que je donne ici, tu ne peux pas seulement les avoir sur les sites de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire, mais tu peux trouver ça à la Banque centrale. Alors là, c'était le premier indicateur. Le deuxième. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, je voulais parler du taux d'inflation. En 2018. Donc, en 2018, nous étions autour... On naviguait autour de 20%, la moyenne, parce que en 2017, on était à 54%, ce qui était dangereux pour notre pays, parce que c'est en fait le taux d'inflation qui atteste que les prix ont effectivement augmenté au marché, mais là, on fait une analyse quantique. C'est pourquoi, lorsque je vois les mamans qui se présentent dans nos médias avec des boîtes de sardines, en disant qu'on achetait ça autant, je comprends. Mais malheureusement, le Congo, ce n'est pas ma commune. Le Congo, ce n'est pas ta commune. Lorsque nous calculons le taux d'inflation... Bon, j'ai une tonne de questions sur là, mais je vous laisse d'abord établir le... Nous devons tenir compte aussi de ceux qui vivent en Bandaka, de ceux qui vivent à Kalemi, de ceux qui vivent voir comment la situation a évolué et on fait la moyenne nationale. Qu'est-ce qui se passe dès la première année, c'est-à-dire en 2019, nous nous sommes retrouvés pratiquement avec un taux d'inflation qui était autour de 4,4%. Donc, on est parti d'une vingtaine. D'une vingtaine à 4. Oui, d'abord en 2017, on était à 54%. 54. Voilà. Et on se retrouve autour de 5,4%. Par la suite, on va remonter à 15% en 2020 avec les effets de la pandémie de Covid. Mais finalement, en 2021, nous avons terminé l'année avec un taux d'inflation de 5,1%. Alors, lorsque vous avez ce genre d'indicateurs, il faut faire une étude comparative. Pendant que nous terminons l'année avec le taux d'inflation de 5,1%, la France a terminé l'année avec un taux d'inflation également de 5%.
les États-Unis ont terminé l'année avec un taux d'inflation de 6%. Et en Chine, le taux d'inflation est également important. Donc tous ces éléments-là attestent que sur le plan macroéconomique, il y a des efforts qui ont été fournis. Donc moi, je crois que beaucoup de gens me connaissent. Sur le plan scientifique, je ne fais pas de cadeaux aux gens. Moi, je vous présente les tableaux. Et le troisième indicateur? Alors, le troisième indicateur, c'est au niveau des opérations du cadre budgétaire. Pour ton information, lorsque le Congo retrouve son indépendance, nous sommes en 1960, nous avons un budget qui était en deçà de 100 millions de dollars. Donc nous sommes au niveau des opérations du cadre budgétaire. C'est ainsi que vous allez voir que les soldes débitaires de 1960 étaient très prononcés. Nous avons évolué comme ça. Les choses ont commencé à se stabiliser à partir de 1970. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis que le Congo existe, donc depuis notre indépendance, les records en matière de recettes de l'État a été atteint par le gouvernement Tchibala. Donc vous pouvez aller à la Banque centrale, vous allez trouver que c'est en 2018 que nous avons fini l'année avec les recettes de 4 milliards 792 millions. Évidemment, les gouvernements qui étaient en place entre 2011, 2012, 2013 avaient aussi atteint 4 milliards, mais ils n'étaient pas arrivés à 4 milliards 792 millions. Malheureusement que la propagande est telle que on attribue ces performances à d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui se passe l'année passée? D'abord, l'année, donc, quand le président prend le pouvoir en 2019, il s'est battu aussi, il était à 4 milliards quelques. En 2020, avec la pandémie, nous sommes descendus même à 3 milliards. Bon, ça pouvait se justifier parce que le climat économique était maussade. Mais c'est l'année passée qu'on a fini avec plus de 6 milliards de dollars. Donc, si les plans chiffréistes, nous pouvons considérer qu'il y a eu performance. Mais j'entends les gens dire, mais malgré ces performances, on ne paye pas les gens, on ne les sent pas. On ne le sent pas. Malheureusement, l'État ne fonctionne pas comme ça. Et ceux qui ont commencé la politique avant nous, ailleurs pour faire la politique, on l'étudie à l'école. Mais malheureusement, au Congo, pour devenir politicien, il faut avoir l'art de mentir et d'injurier les autres. Alors, et ces gens-là, ils disaient à la population que le jour où ils allaient accéder au pouvoir, chaque Congolais allait avoir un poulet tout cuit dans son assiette. Ça ne se fait pas comme ça. Mais même alors quand ils ont eu le pouvoir, plusieurs personnes quand ils ont eu le pouvoir, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas seulement les autorités actuelles. C'est un discours que les politiciens tiennent depuis plusieurs années. À l'époque de l'AFDEL, on nous a dit ça. Une fois qu'on aura le pouvoir, tout va changer. Et quand on expliquait, personne ne voulait nous comprendre. Exact. Maintenant, ils nous donnent tous raison. Alors, le développement d'un État est chronophage. Il s'inscrit dans la durée. Et j'insiste là-dessus que l'Europe a été construite pendant 4 siècles. La Chine se bat depuis 1950. Elle n'est jamais développée. Je sais de quoi je parle. J'ai fait une toute petite partie de mes études à Shanghai. Donc ils sont encore un État émergent, c'est-à-dire que le développement d'un État s'inscrit dans l'État. Donc c'est dans le temps. Ceux qui avaient trompé la population en disant qu'ils avaient le pouvoir magique de transformer en une seule journée la nation, ils doivent vraiment bien relire. Nous revenons sur ça, professeur. Vous enseignez l'économie et l'économie fait votre dada. Vous avez grandi dans cet environnement économique dont vous comprenez beaucoup plus sur la question. Que dites-vous à ceux qui posent des questions de savoir
quels sont les agrégats? Sinon, quels sont les éléments qui ont milité pour ce changement-là? Parce que quand vous dites, par exemple, sur le premier indicateur, le deuxième indicateur, le troisième indicateur, qu'est-ce qui a été mis en place pour favoriser cet essor ou favoriser ce semblant de développement ou ce petit développement ou ces progressions? Non. On peut tout reprocher au président actuel. Mais le fait de s'être attaqué à la corruption, c'est vrai que maintenant je vois ça flotte un peu, mais le fait de s'être attaqué à la corruption, les gens avaient eu peur. Et c'est dans ce rythme-là que les gens ont commencé à travailler un peu bien. C'est ça en fait qui a été la stratégie la plus efficace. Mais lorsque nous parlons de l'augmentation des recettes, je l'ai dit et je l'affirme avec beaucoup d'autorité, même les 6 milliards là, ce n'est pas ce que les régies financières devaient produire. Parce que c'est la reprise des activités économiques. Il y a deux facteurs majeurs, parce que lorsque vous voulez parler de l'évaluation des recettes fiscales de l'État, nous sommes un État fiscal, parce que au moins 70% de nos ressources proviennent de l'impôt. Et lorsque vous voulez évaluer, faire les prévisions des recettes fiscales dans un État, le premier indicateur, c'est le PIB. Le deuxième indicateur, c'est le taux moyen appliqué. Le troisième, c'est l'effort de service. Et le quatrième élément, c'est le bassin des contribuables. C'est en fait l'assiette fiscale. Alors, il y a deux variables qui ont changé dans un laps de temps. C'était d'abord notre PIB. Parce qu'avec la pandémie, il y a plusieurs sociétés occidentales qui étaient fermées. La Chine, comme c'est elle qui avait subi les effets pervers de la pandémie de Covid bien avant, elle avait commencé également à se ressaisir. C'est ce qui fait que la Chine a demandé plus de cuivre que par le passé, d'une manière telle qu'en 2020, nous avons exporté 1 600 000 tonnes de cuivre. Et la tonne aujourd'hui se négocie entre 9 600 et 10 000. Du coup, lorsqu'il y a, parce que notre croissance a toujours été tirée par le secteur minier, lorsqu'il y a cette forte demande sur la place chinoise, cela a impacté notre PIB et cela a également élargi l'assiette fiscale. Le deuxième élément, c'est aussi la mise en œuvre du code minier de 2018. Donc, lorsque tu lis le code minier de 2018 par opposition à celui de 2002, plusieurs privilèges fiscaux tombent. Tu verras par exemple qu'il y a l'impôt sur la concession, sur les concessions minières, qui a été décuplé, c'est-à-dire multiplié par 10. La redevance minière, qui oscillait entre 2 et 4,5% aujourd'hui, elle aussi entre 3,5 et 10%, donc pratiquement triplé. Ce sont ces éléments qui expliquent l'augmentation actuelle des recettes. Donc ce n'est pas la productivité, c'est pas que... Mais je ne suis pas d'accord. Donc je crois que, j'insiste, il faut que ces régies nous rapportent au moins 12 milliards de dollars. Attendez, parce qu'avec la situation économique actuelle, l'ensemble des trois régies, la DGI en tête, parce que pour le moment c'est elle qui a un grand potentiel, ils doivent nous amener 12 Mais nous attendons milliards. les gens, nous entendons les gens se glorifier en disant par exemple que les régies financières produisent un peu plus qu'elles ne produisaient dans le temps et donc nous devons finalement nous enorgueillir et c'est même ça la raison pour laquelle nous enregistrons beaucoup de très bons records. Mais quand vous qui êtes médecin de l'économie, vous nous dites que le succès est ailleurs, alors on se dit, est-ce qu'on se trompe ou ce sont ceux qui doivent parler qui se trompent eux-mêmes? Oui, j'insiste là-dessus.
L'assiette aujourd'hui est telle que le minimum qu'on doit collecter sur le plan interne, c'est 12 milliards de dollars. En fait, aujourd'hui, on parle de ces performances-là. Je ne néglige pas les efforts qui sont fournis par les régies financières. Je les félicite même. Parce que nous les attendons communiquer chaque des chiffres. J'ai dit ceci, je les félicite, mais lorsque vous avez un budget sous-évalué, donc vous pouvez être vers de telles performances, et à ce moment-là, ce sont des performances nominales et non des performances réelles, au regard du potentiel. Donc je ne vais pas faire de la modélisation économétrique ici. Je te donne la méthode la plus simple pour évaluer les recettes fiscales de l'État. L'OCDE nous a facilité la tâche et les meilleures pratiques en Afrique, la moyenne du ratio recette PIB est de 20%. Donc comme nous avons un PIB aujourd'hui de 20%, de 50 milliards de dollars, voudrais-je dire, donc vous comprenez déjà que au bas mot, on devait avoir 10 milliards de dollars. Or, moi et toi, nous savons que la particularité de l'économie congolaise, c'est d'avoir une économie souterraine assez développée. Donc, si nos régies farfouillent davantage, fouinent, ça va nous permettre d'avoir donc il y a une petite faiblesse de ce côté-là. Pas une faiblesse, une grande faiblesse. Une grande faiblesse de ce côté. Oui, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est le pied qui ne marche pas? Quel est le vice qui n'a pas été sérieusement bien fermé pour faire entrer beaucoup plus d'argent? Moi, j'ai dit qu'il faut... Parce que nous devons tous changer. Il ne faut pas que pendant que nous nous sacrifions, que les autres... qu'il y ait des gens qui continuent à voler. Oui. Donc, il faut... Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut multiplier les contrôles sérieux dans des régies financières. Est-ce qu'il faut dédoubler l'IGF? Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir à la Cour des comptes? Que faut-il faire exactement? Le pouvoir au parquet? Non, techniquement, on fait quoi? Techniquement, ce qu'il faut faire, il faut renforcer l'IGF par la Cour des comptes, faire aussi un toilettage au niveau du parquet, voir, parce que des bons magistrats, il y en a toujours. Donc les tableaux, tels qu'on présente, les tableaux tout noirs, cela ne veut pas dire que tous les juges et les magistrats sont des abîmés, non. Il y en a toujours qui sont bons. Il faut les identifier. Au bout du tuyau, il faut impliquer l'ANER également dans cette démarche. Parce que ceux qui contrôlent les autres, là, qui les contrôlent? Ah mais moi, la plupart d'entre eux... On se pose toujours la question. Qui observe l'observateur, qui contrôle les contrôleurs? La plupart d'entre eux ont des hôtels sur cette ville. Est-ce que ce sont des héritiers? Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Donc il ne faut pas qu'il y ait... Moi, j'apprécie les travaux que l'IGF fait. D'ailleurs, pour moi, j'ai toujours considéré que c'est le seul corps qui est resté protégé jusqu'au dernier recrutement. Sur le plan technique, c'est le seul corps qui était resté protégé avec des cadres techniquement au point. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut aujourd'hui chercher à voir comme notre fisc, c'est la fiscalité minière qui rapporte le plus. Le gouvernement doit chercher à savoir quelle est la comptabilité que les sociétés minières, toutes les sociétés qui passent par la direction des grandes entreprises, ces sociétés-là, il y en a qui sont en fait des filiales des multinationales. Et en tant que telles, ils tiennent la comptabilité consolidée. Aujourd'hui, l'instrument commun international permet au gouvernement de chercher à savoir quelle est la comptabilité que ces sociétés présentent au niveau de la maison mère. Alors, le temps me signale à l'étranger. Donc, c'est cette comptabilité-là. Je sais de quoi je parle. La plupart des états financiers qui sont présentés dans nos régies financières ne reflètent pas les réalités. Il ne faut pas, je dois le dire, il ne faut pas que pendant que les autres se sacrifient, qu'il y ait encore quelques petits malins qui continuent à jouer. C'est facile, donc on peut les mettre dans un engrenage. Donc aujourd'hui,
nous cherchons, parce que la plupart des sociétés minières qu'il y a ici, il y en a qui sont cotées en bourse. Quelle est la comptabilité qu'ils présentent là-bas? Est-ce que c'est celle qu'on trouve à la DGI? Ah, il faut donc commencer par là. Mais il faut de l'intelligence. Exactement. Donc moi, ce n'est pas à moi qu'on va raconter. 6 milliards, c'est beaucoup, bravo. Mais par rapport au potentiel, il y a encore des efforts à faire. C'est pourquoi, lorsque le président de la République prêtait serment, déjà en 2019, moi j'ai une indépendance d'esprit. Il avait dit qu'il fallait un billet de 12 milliards de dollars. Même le Fonds monétaire était contre lui. J'ai été le seul à le soutenir. Mais aujourd'hui, vous avez vu, même si je ne suis pas d'accord, les billets actuels, nous sommes autour de 11 milliards. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pardon? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Les minimums devaient être 12 milliards de dollars. Sinon, on va continuer à enrichir les fonctionnaires. Pas tous les fonctionnaires. Les véreux, vous dites. Pas ceux qui sont dans les services mobilisateurs de recettes. Alors, donc, il ne faut pas que pendant que tout le monde se bat pour que les choses changent, qu'il y ait quelques malins. On doit traquer tout le monde. Est-ce que c'est mal? Et tu sais, dans nos émissions antérieures, je te disais toujours, pourvu que ça dure. Oui. Pourvu que ça Alors, dure. tout ce que vous avez dit autrefois, on commence à comprendre que... Enfin, on commence à comprendre, ça se révèle être vrai avec les temps, même si tout au début, on ne vous croit pas. Non, je suis habitué. Après 6 mois, 8 mois, 5 mois, on se dit, mais il avait raison quand il disait ça. Je suis habitué. Oui. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai un petit cursus. Moi, j'ai un postdoc en fiscalité et finances publiques. J'ai un certificat en finances publiques de l'ENA Paris. Je suis docteur en économie. Vous avez décrié... Docteur en sciences politiques. Donc, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai une boîte à outils à ma disposition. Vous avez décrié cette affaire des chanchards. Aujourd'hui, on vous donne raison. Vous l'avez dit si bien, avant tout le monde. Je t'avais dit que tu ne verras pas les chanchards ici. Oui. En fait, ce n'est pas de la prophétie. Moi, ma vie, j'ai passé toute ma vie à apprendre comment fonctionnait un État. Oui. Et je ne suis plus à l'époque où les gens t'attendent. Je ne dis pas que je connais tout. Je t'avais dit que tu ne verras pas les chercheurs. Et vous avez dit aussi... Est-ce que tu le vois encore? Non, pas du tout. Hein. Vous avez parlé aussi de cette affaire des avions, des billets... Je t'avais dit, aujourd'hui, on a des problèmes sur la question. Il y a des provinces sans destination. Oui. Donc, tu vois toutes les questions là sur lesquelles les gens sont en train de réfléchir aujourd'hui. Moi, j'ai réfléchi sur ça il y a de cela 30 ans. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais moi, je suis suivi sur le plan international par rapport à la production scientifique. C'est ce qui fait que moi, je dors chaque jour entre 2h et 3h du matin. Je me renseigne beaucoup. Ce que je ne connais pas, je me renseigne. Mais ici, il y a déjà quelqu'un, il vient, il vous dit non, il va vendre les cartons de chercheurs à $10. Tu vois ça? Ben aujourd'hui, il y en a pas. Je crois que cette fois-ci, c'est comme à l'époque de la TVA. Ouais. J'avais dit au Premier ministre de l'époque que cette histoire, c'est une aventure, ça n'allait pas marcher. Est-ce que tu vois l'argent de la TVA aujourd'hui? Très bien. Mais aujourd'hui, je vais te demander quand même de me décerner un fisc et une médaille de bronze. Non, mais vous avez ça. Vous avez ça parce que les faits, les faits l'ont prouvé. Mais, donc, on a déjà dépassé cette étape-là de tâtonner. Je ne dis pas que je connais tout. Je voudrais qu'on revienne sur, d'abord, avant de parler des coups d'État, parce qu'on a pris beaucoup de temps sur les bilans, oui. Je voudrais que vous puissiez nous dire, faut-il, parce que ce que vous dites est assez fondamental, vous dites, il faut que le contrôleur soit contrôlé. Ah oui. Mais comment on va arriver à contrôler les contrôleurs? En fait, je te donne, il y a quelqu'un... Donnez-nous les indicateurs. Et sur le plan de management, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ce pays. C'est Florent Ibenge. Ok. Qu'on a insulté parce que chez nous, la richesse que nous avons... On le compare au président Félix, on dit ils ont tous les mêmes caractéristiques, ils agissent en retard, ils font des changements tardifs. Au-delà du comptable. Mauvais casting et changements tardifs. S'il te plaît. Ouais. Le problème, c'est que ceux qui critiquent Florent Ibenge, ceux qui critiquent le président de la République, n'ont jamais géré même un dispensaire. Ces gens-là, ils ne connaissent pas la différence entre la gestion, l'administration et le management. Ok. Donc c'est en fait du feu d'artifice. Hein? Je t'ai dit que pour évaluer un bilan, il faut des références. Il faut poser des repères théoriques. Et ici, ça, c'est comme un jeu d'enfant. C'est comme je suivais une autre broutille là, qui disait non, le Sénégal a dit que, je ne sais pas si c'est vrai,
que le Sénégal a dit que le président a échoué son mandat. Il raconte. Et ce monsieur, je ne sais pas si c'est vrai, ce monsieur-là n'a jamais même lu l'acte constitutif de l'Union africaine. Pour la plupart des cas, ils n'ont pas lu. L'Union africaine a un agenda. Quand tu es président d'exercice, tu n'apportes rien. Ah oui, et ils pensent que c'est le président qui devrait éviter les coups d'État à l'Est. Il y en a même qui disent que non, il y a eu les coups d'État sous son mandat. Oui, sous son mandat. Mais ça c'est vraiment l'imbécilité. Oui. Alors, revenons, professeur. Donc, vous dites que l'Union africaine n'a pas ces pouvoirs-là. On revient sur l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas une armée. Bon, rentrons. On revient dans la question chose, mais dites-nous, vous avez dit qu'Ibenge vous a inspiré. Ibenge m'a inspiré. Comment contrôler les contrôleurs? Non. Ibenge arrive ici, il trouve qu'il y avait des commissionnaires qui recrutaient leurs frères, leurs amis pour faire des joueurs de léopard. Aucun bilan. Ibenge va chercher les meilleurs enfants de la RDC sur le plan footballistique. Avant son départ, nous étions mieux classés en Afrique et sur le plan mondial. Malheureusement que les moyens n'ont pas suffi. Et ça, on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, si tu veux changer ce pays, chercher les meilleurs enfants de la RDC, domaine par domaine. Donc un bon casting. Domaine par domaine. Mais comment vous allez faire? Est-ce que vous allez faire ça en termes de commission pour contrôler le contrôleur? Par exemple, l'organe comme l'IGF et la Cour des comptes. Qui va contrôler ces deux organes? Non, leurs prérogatives sont bien distinctes. Okay. Donc la Cour des comptes a une dimension d'un parquet financier. Elle travaille avec les parlements. L'IGF travaille avec les gouvernements. Il y a un cloisonnement. Mais on ne peut pas donner un chèque en blanc à ces gens parce qu'ils contrôlent. Ben c'est justement ça. Comment on fait? Il faut, je l'ai dit avec beaucoup d'autorité, il faut activer la NER. Pourquoi pas responsabiliser l'actuel président de la Cour constitutionnelle comme il n'est pas sorti des milliers judiciaires. Donc on considère que lui, il a encore des mains propres pour qu'il puisse faire le suivi de tous les dossiers financiers au niveau des différentes juridictions. Tu fais ça. Ah, ça par exemple, ça contrôle. Il y aura 15 milliards de dollars. Très bien. Donc alors, il ne faut pas... bref, c'est pour dire que sur le plan quantitatif, on n'a pas parlé du taux de croissance qui était de 5,8. Ça, vous nous avez dit, mais vous ne nous avez pas dit comment c'est arrivé là. Oui, en 2018, on est descendu à 4,4. En 2020, on est à 1,7. Oui, pendant 7 ans, la Belgique a fini l'année 2020 avec un taux de croissance négatif. Et cette année, nous sommes encore relancés à 5,4%. Donc, sur le plan quantitatif, ça marche. Mais là où le président doit faire beaucoup d'efforts, c'est de veiller au niveau du ministère de l'économie pour que les contrôles de prix se fassent avec méthode. Comment ça doit se faire? Oui, naturellement, dans ces pays, il y a ce qu'on appelle les droits économiques congolais. L'un de ces principes, c'est l'affichage obligatoire des prix. Va au Grand Hôtel, va à Kempinski, entre dans toutes les boutiques ici. On n'affiche pas. Non, on n'affiche pas. Est-ce qu'il faut que les Chinois viennent pour ça? Est-ce qu'il faut que les Chinois viennent? Aujourd'hui, il y a un problème. On dit, bon, les opérateurs économiques, ils gonflent les structures de prix. Mais c'est simple. Nous sommes en économie libérale. Ils gonflent les structures de prix. Comme nous sommes dans une économie extravertie. Et au cordon douanier, ils avaient minoré la même valeur. Mais il faut faire l'équiasement. Alors là, il faut faire l'équiasement. Donc, c'est-à-dire les ministères de l'économie se mettent ensemble avec les services des douanes. On voit qu'est-ce que vous avez déclaré au cordon douanier et qu'est-ce que vous avez déclaré dans les structures de prix. Les gaps là va permettre à la douane de faire des redressements. Vous le faites 2, 3, 4 fois. Ce sont des recettes supplémentaires et personne n'ira délinquer sur les marchés. Mais pourquoi on ne le fait pas? Enfin. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi ça ne se fait pas? Les malheurs que nous avons dans ce pays, au niveau de nos partis politiques, on devait laisser des gens qui gèrent, par exemple, la filière économique. Quand les partis ont les quotas au gouvernement, ce sont ces gens-là qu'on doit envoyer.
Et les partis doivent également organiser ce qu'on appelle l'université d'été. Donc les partis politiques, tous les grands partis, ça je conseille. Il faut de temps en temps, on organise des séminaires avec les cadres des partis sur les grandes questions d'actualité, domaine par domaine, social, vous, si on vous invite, vous allez aller enseigner, vous allez aller... Je n'ai aucune couleur politique, monsieur. Très bien. Quand je parle de la science, je n'ai aucune couleur politique. Alors, professeur, répondez maintenant, techniquement, aux gens le plus bas. Je veux dire, à ceux qui n'ont pas fait de grandes études, ceux qui veulent voir les changements de façon palpable. Vous avez vous-même dit que les mamans passent à la télévision. Mais pas seulement la télévision, professeur. Il y a même des discours au niveau de la rue maintenant. Les gens se disent, Tobandagi kosomba sardine na biso, na 10 000, par exemple, na 2 000 francs. Le lokomi, 12 000. Toi, kosomba mafuta na autant, le lokomi autant. Pouvez-vous expliquer ça aux dames là de façon claire, avec une économie simple? Comment elles vont arriver à voir le changement et même à les sentir? Comment? Bon, parmi les ce que nous avons comme facteurs inflationnistes au Congo, il y a des facteurs locaux, mais il y a également des facteurs internationaux. D'accord. Si tu suis l'actualité, je t'ai dit que le taux d'inflation en France est arrivé jusqu'à 5%. Aux États-Unis, ils étaient à 6% à la fin de l'année, mais ils sont maintenant à 7%. En fait, qu'est-ce qui se passe? Avec la reprise des activités économiques en Occident, la demande est tellement forte que les usines ne rencontrent pas automatiquement la demande. Et du coup, les prix d'équilibre montent vers le haut. C'est ce qui fait que la hausse des prix s'observe en Europe, s'observe aux États-Unis. Aux États-Unis, avec le pétrole, l'essence coûte cher assez. Je vais expliquer. Avec des perturbations climatiques, l'Occident est en train de connaître l'hiver le plus fort. Et lorsque l'hiver est fort, la consommation en produits pétroliers, en gaz, devient également abondante. Et au nom de la loi de l'offre et de la demande, les gaz, les produits pétroliers augmentent. Lorsque tu y es en Grande-Bretagne, tu vas trouver par exemple qu'aujourd'hui même l'énergie éolienne ne fonctionne pas. Au Brésil, on a les mêmes problèmes. La Chine, dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid, ils ont ce qu'ils appellent zéro contamination. C'est ce qui fait qu'en Chine, dès qu'il y a des cas suspects, on confine directement. Et des fois, les villes qu'on confine, là, ce sont des zones industrielles. Tout cela a perturbé des circuits d'approvisionnement et il se constate sur le plan international une hausse des prix généralisée. Et comme nous sommes en économie extravertie parce que nous assistons de l'étranger, c'est tout à fait normal que nous puissions vivre ce qu'on appelle de l'inflation importée. Est-ce que ce n'est pas parce que nous ne produisons pas aussi? Est-ce qu'il y a un élément? Voilà, j'expliquais d'abord. D'accord. Comme si cela ne suffisait pas, les ministères de l'économie, donc ce n'est pas les ministres que je vise, mais je parle de manière générale, des structures. C'est depuis longtemps, ce n'est pas seulement avec l'actuel ministre. C'est les inspecteurs de l'économie. Si tu vas au grand marché, tu vas voir comment ils sont en train de jouer avec les vendeurs. Ils ne font pas les contrôles de prix. Ils ne font pas ces casements que j'ai proposé tout de suite entre la douane et le ministère de l'économie. Tout ça mis dans un paquet et justifie la hausse des prix. Mais ce que la population doit retenir, c'est que la hausse des prix actuelle dépend en partie de l'environnement international. Mais ce n'est pas tellement les présidents comme on est en train de le dire. Donc, je parle, tu es très suivi en France, et tu as suivi même que le gouvernement français à un certain moment donnait aux gagne-petits une enveloppe supplémentaire de 100 €. C'était pour contrecarrer l'inflation. Et bref, ce qu'il faut faire maintenant, au lieu de prendre l'argent et d'aller chercher les chercheurs, je te l'avais dit, nous étions au mois de septembre. Oui. Je t'avais dit que c'est une aventure, ça ne va pas aboutir. Personne n'a amené les chercheurs ici. Donc, cet argent-là, au lieu d'aller amener ça, qu'on laisse, je sais que les opérateurs économiques sont verrés. Je sais. Ce sont des homos économiques tous. Mais il faut les contrecarrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Rationaliser les contrôles des prix, comme je le disais. Mais entre-temps, cet argent qu'on devait utiliser pour acheter... Les chercheurs. J'ai posé même la question, mais quand vous allez acheter le chercheur au mois de décembre, il n'est pas d'après.
Donc l'État va devenir vendeur de chéchard. Mzee Laurent Désiré Kabila a osé ici avec des cantines populaires. Est-ce que vous les voyez encore? Les managements publics, ça passe par la tête. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par là? Comme les agrégats macroéconomiques nous rassurent, ce qu'il faut faire, c'est que cet argent qu'on voulait utiliser pour acheter les chéchards, qu'on voit comment on ne va pas créer tout de suite une pêcherie industrielle parce que nous n'avons pas encore la compétence. Il suffit de se rendre au Maroc parce qu'ils sont forts dans ça, en France et même en Afrique du Sud. On amène cet argent, on fait une joint venture avec des sociétés de pêche, soit françaises, soit marocaines, en fait tous les pays de la côte. Tous les pays de la côte, et ils ont cette capacité-là parce que, en fait, l'économie obéit à un cadrage théorique, notamment la théorie des avantages comparatifs, mais aussi la théorie des avantages coopératifs. À ce moment-là, lorsque vous faites une joint venture avec des sociétés qui ont de l'expertise, ça vous permet d'aller vite. Donc ces gens-là viennent, vous donnez les 50 millions de dollars, ils se déploient sur le fleuve, ils se déploient les lacs Tanganyika. Mais tu vas voir que la blague va s'arrêter. On n'aura plus besoin de parler des chinchas. Donc, très bien. Ce sont des choses. Mais globalement, sur le plan quantitatif, j'ai donné chiffres à l'appui. Les bilans, sur le plan quantitatif, dont les économistes comprennent ce que j'ai dit, sur le plan quanti, le bilan est positif, mais sur le plan quali, c'est-à-dire au marché, il y a des soucis. Dès que le président va maîtriser la question des prix, je crois que son peuple qu'il aime tant va se retrouver davantage. Très bien. Mais il faut considérer que le pays est mieux géré aujourd'hui qu'avant. Très bien. Pourquoi? Je ne suis pas le seul à le dire. Les fonds monétaires l'attestent. Alors, si les fonds monétaires étaient partis de la RDC en 2013, c'était à cause de la mégestion. Quand ils reviennent pratiquement 10 ans après, donc reconnaissons les efforts qui sont fournis.